Les grands économistes Adam Smith. Adam Smith, économiste et philosophe bien connu des étudiants en économie, c'est un des penseurs, si ce n'est le penseur le plus important de la discipline, et ceci pour deux raisons. La première des raisons, c'est qu'il est considéré comme étant le père de l'économie moderne. Il posa la première pierre d'une science économique qui vise à établir des lois, des grands principes reproductibles et prévisibles pour comprendre les échanges, la production et la consommation, pour comprendre l'économie. La deuxième, c'est qu'il est considéré comme étant la référence du libéralisme économique, au point d'être parfois tenu responsable des conséquences néfastes prêtées à cette doctrine. Mais qu'en est-il réellement ? Revenons aux bases. Adam Smith, c'est un économiste et philosophe écossais né près d'Édimbourg en 1723 et mort en 1790. Il s'inscrit dans le courant de pensée des Lumières et sera classé dans ce qu'on appelle l'école classique. C'est un courant de pensée qui rassemble des économistes de cette époque, du XVIIIe au XIXe siècle. Mais à l'intérieur de ce courant de pensée, il y a une diversité d'approches, une diversité de thèses, qui empêche d'en faire une doctrine unique, une doctrine monolithique et homogène. Dit plus simplement, les auteurs classiques ne sont pas forcément d'accord entre eux, voire même ils se contredisent. C'est un contemporain de la première révolution industrielle qui est caractérisé par l'apparition d'innovations majeures, dont la machine à vapeur de James Watt en 1769. Il sera connu pour deux œuvres, La théorie des sentiments moraux en 1759 et Recherche sur la nature et les causes de la richesse des nations en 1776. Nous allons présenter 4 aspects majeurs de la pensée d'Adam Smith. Les avantages de la division du travail, la nécessaire spécialisation des pays dans le commerce international, la main invisible et l'État gendarme. Les avantages de la division du travail. Adam Smith est connu pour avoir mis en avant le rôle de la division du travail comme facteur de croissance économique intensive, car cette spécialisation dans une tâche permet de développer l'habilité du travailleur. En répétant une tâche et en apprenant donc sur le temps long à maîtriser cette tâche en particulier, les travailleurs sont en mesure de gagner en productivité, c'est-à-dire de produire plus de biens en y accordant le même temps de travail. Cette spécialisation est dans l'intérêt de tous. On peut imaginer que dans une société où les individus sont multitâches, c'est-à-dire qu'un travailleur doit à la fois produire son pain, sa viande, ses habits, etc., la production totale sera faible. On ne peut pas être bon partout, donc autant se spécialiser dans une tâche en particulier. Par exemple, la production de pain, et échanger le surplus dont on n'a pas besoin. Échanger du pain contre de la viande. La maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui lui coûtera moins à acheter qu'à faire. Le tailleur ne cherche pas à faire ses souliers, mais il les achète au cordonnier. Cette citation est un extrait de La richesse des nations. Il nous montre bien l'intérêt pour chacun de se spécialiser dans une tâche en particulier. Cette spécialisation, elle suppose donc une extension des marchés, c'est-à-dire une possibilité d'échanger le surplus qui est produit par un travailleur spécialisé. Plus les marchés s'étendent, plus les individus peuvent se spécialiser dans une tâche et donc satisfaire leurs propres besoins et les besoins des autres par l'échange. Mais Adam Smith va encore plus loin, puisque pour stimuler ce qu'il appelle la puissance productive du travail, dit autrement pour gagner en productivité, il préconise de diviser le processus de production en une multitude de tâches répétitives. Et pour cela, il prend l'exemple, le fameux exemple, de la manufacture d'épingles. Une épingle, c'est un produit simple, et pourtant, il préconise une forte division du travail pour la fabriquer. Là où un seul travailleur était chargé de fabriquer une épingle entière, il préconise de diviser la production d'une épingle en 18 étapes successives, avec plusieurs travailleurs dans l'usine. Cela permet une plus grande habilité du travailleur, la disparition de temps mort entre chaque tâche, et même la possibilité de mécaniser certaines tâches. Adam Smith analyse que si un seul individu s'occupait de réaliser toutes les tâches seul, il fabriquerait moins de 20 épingles par jour. Alors qu'en se spécialisant, chaque ouvrier est en capacité de fabriquer 4800 épingles. Ça fait donc exploser la productivité des travailleurs. Et si pendant que j'évoque cela, tu penses à Charlie Chaplin et à son film Les temps modernes, c'est parce qu'on peut effectivement désigner la pensée de Smith comme source et comme inspiration de l'organisation scientifique du travail qu'on appellera le taylorisme. Deuxième aspect, la spécialisation des pays dans le commerce international. Cet aspect de la pensée d'Adam Smith découle directement du point précédent. Il s'agit d'y appliquer la même logique, plus à l'échelle d'un individu ou d'une entreprise,
mais à l'échelle internationale. Adam Smith nous explique que chaque pays a intérêt à se spécialiser dans les productions dans lesquelles il dispose d'un avantage absolu, c'est-à-dire d'une meilleure productivité par rapport à un autre pays. Prenons l'Angleterre et le Portugal, qui produisent chacun 2 produits, du drap et du vin. Adam Smith explique que cette situation n'est pas optimale. Chacun va produire du drap et du vin pour une quantité moindre, alors que les pays gagneraient à se spécialiser dans la production dans laquelle il est le meilleur. Par exemple, si le Portugal est plus productif dans la production de vin que l'Angleterre, alors il dispose d'un avantage absolu dans le vin. Il a donc tout intérêt à orienter sa main-d'œuvre à se spécialiser dans l'unique production de vin. A l'inverse, si l'Angleterre dispose d'un avantage absolu dans la production de drap, alors le pays doit se concentrer dans cette production. Mais vous allez me dire, que va faire l'Angleterre avec tout le drap dont elle n'aura pas besoin, avec le surplus qui n'est pas consommé? Eh bien, l'échanger avec le Portugal. Et c'est bien là l'intérêt du commerce international. À quantité de travail donnée, la production totale de drap et de vin est supérieure suite à la spécialisation qu'en situation d'autarcie, quand chacun produisait de son côté. Imaginons que vous avez en charge 2 travailleurs, Mbappé et Tony Parker, et que vous produisez des matchs de football et de basket. Allez-vous demander à Mbappé de diviser son temps de travail entre le football et le basketball, ou le spécialiser dans une production, dans laquelle il est meilleur que son collègue Tony Parker, lui-même disposant d'un avantage absolu dans le basket? Je pense qu'on tombera tous d'accord pour les affilier aux sports dans lesquels ils sont les meilleurs, dans lesquels ils disposent d'un avantage absolu. La spécialisation internationale est donc un jeu à somme positive où chaque pays trouve un intérêt à l'échange. Je vais reprendre la citation de tout à l'heure et continuer un petit peu son propos. Maxime de tout chef de famille prudent est de ne jamais essayer de faire chez soi la chose qui lui coûtera moins à acheter qu'à faire. Le tailleur ne cherche pas à faire ses souliers, mais il les achète au cordonnier. Ce qui est prudence dans la conduite de chaque famille en particulier ne peut guère être folie dans celle d'un grand empire. Si un pays étranger peut nous fournir une marchandise à meilleur marché que nous ne sommes en état de l'établir nous-mêmes, il vaut bien mieux que nous la lui achetions avec quelques parties du produit de notre propre industrie, employée dans le genre dans lequel nous avons quelques avantages. 3e point, la main invisible. Chaque individu s'efforce continuellement de trouver l'emploi le plus avantageux pour tout capital dont il peut disposer. C'est son propre avantage, en vérité, et non celui de la société qu'il a en vue. Mais l'étude de son propre avantage l'amène naturellement ou plutôt nécessairement à préférer l'emploi qui est le plus avantageux pour la société. Il recherche seulement son intérêt personnel, et il est en cela, comme dans bien d'autres cas, amené par une main invisible à atteindre une fin qui n'entrait nullement dans ses intentions. Et ce n'est pas toujours ce qu'il y a de plus mal pour la société, que cette fin ne fasse pas partie de ses intentions. En poursuivant son propre intérêt, il agit souvent plus efficacement pour l'intérêt de la société que lorsqu'il cherche réellement à agir en faveur de ce dernier. On voit bien, au travers de cet extrait, que pour Smith, il n'existe pas de contradiction entre les fins individuelles et collectives. Il suffit de laisser les individus poursuivre leurs intérêts propres pour promouvoir l'intérêt collectif. Autrement dit, c'est en se comportant de manière égoïste que l'individu va participer à une société fonctionnelle. Smith se fait ici défenseur du principe de liberté individuelle. Laissons les individus faire, puisque, mus par une main invisible, ils vont contribuer au bonheur collectif. Une citation et un exemple pour que tu comprennes bien le principe. Ce n'est pas de la bienveillance du boucher, du marchand de bière ou du boulanger que nous attendons notre dîner, mais bien du soin qu'il apporte à leurs intérêts. Le commerçant proposera de bons produits et des produits à un bon prix, à un prix juste, pour générer du bénéfice, du profit. C'est son intérêt personnel qu'il recherche. Cette qualité et ce prix n'est pas proposé par bienveillance, mais bien par intérêt. Le commerçant ne pourra pas vendre des produits de mauvaise qualité et trop chers, puisque, avec le jeu de la concurrence, ses clients iront ailleurs. On en vient au principe du laisser-faire. Laisser le marché fonctionner sans intervenir. C'est le libéralisme économique. Une doctrine visant à appliquer, dans la sphère de l'économie, les libertés individuelles, la liberté d'entreprendre, le libre-échange et la limitation de l'intervention de l'État. À quoi bon le laisser intervenir alors que les intérêts individuels permettent d'atteindre la meilleure situation possible? Ce qui nous amène au dernier point, la théorie de l'État gendarme. Dans la conception de Smith, l'État est perçu comme une institution nécessaire à l'économie de marché, bien que son rôle doit être circonscrit. Pourquoi l'État est-il indispensable ? L'économie de marché ne peut fonctionner que s'il est basé sur la propriété privée, établie par les lois et donc garantie par l'État.
L'État doit rassurer en punissant ceux qui violent la loi, avec la police, mais aussi défendre son territoire, l'armée. Voilà pourquoi on parle de l'État gendarme, un État dont le rôle est limité à ses fonctions régaliennes. Mais cette vision est un peu caricaturale. Smith précise par exemple que les biens collectifs comme les ponts, les routes, etc. ne peuvent pas être offerts, ne peuvent pas être proposés par le marché. Et donc, l'État doit intervenir en prélevant des impôts. Pour conclure, j'aimerais insister sur la pensée complexe d'Adam Smith, qui est loin de coller à l'étiquette d'un économiste ultralibéral contre toute intervention de l'État et d'une façon générale pro-capitaliste. Il nous dit par exemple qu'il est important de verser des salaires corrects aux travailleurs, car aucune société ne peut être prospère et heureuse si une bonne partie de la population est pauvre et misérable. Aussi, il mettait en garde contre les capitalistes, ayant tendance à comploter entre eux, dans le silence et le secret, pour baisser le taux des salaires des travailleurs. En ce sens, son analyse préfigure donc la pensée de Marx et d'Engels 70 ans avant, à bon entendeur, à ceux qui se servent de la pensée de Smith pour défendre un ultralibéralisme.